sont les perspectives pour 2023. Nous avons invité son porte-parole, le porte-parole de ce gouvernement, l'un des meilleurs ministres de ce gouvernement, l'homme qui a démystifié Kagame, le président rwandais, mais surtout l'homme qui ose dire la vérité sur ce qui se passe en RDC et qui donne de l'assurance pour l'avenir. Voici Kiki-Mouyaya, notre invité, le ministre porte-parole du gouvernement, que nous accueillons pour la première fois dans ce studio. Merci. C'était 50, le ministre. Bonsoir. Bienvenue. Nous sommes très heureux, très contents de vous recevoir dans ces studios. 3 dimensions, Télé 50, sans caméraman. D'abord, meilleur V à vous. Merci à vous aussi. Et surtout, comment vous trouvez ce nouveau cadre de Télé 50? Il vous ressemble bien évidemment. J'apprécie les efforts qui sont faits pour être à niveau. Parce que le métier que vous exercez aujourd'hui et que j'ai exercé hier ne cesse d'évoluer. C'est bien d'avoir la modernité localement. Voilà. Merci, Excellence. C'est votre cadeau que nous vous faisons depuis ces studios. Je l'ai dit tout à l'heure, l'un des meilleurs ministres de ce gouvernement. Vous êtes le porte-parole du gouvernement de Samuel Condé, dirigé par le Premier ministre. Nous sommes en train de terminer 2022. Il nous reste un jour. Pour qu'on puisse clore samedi déjà 2022. Nous allons aborder 2023 des dimanches. Nous allons dans cette émission faire un exercice difficile. Restituer. Vous avez pu faire pour les Congolais. Vous pensez que c'est vraiment difficile? Oui, mais si le peuple dit qu'il nous manque ça, ça veut dire que ça sera difficile. Bon, écoutez, d'abord vous dites que je suis l'un des meilleurs. Merci. De toute façon, j'espère que les compatriotes apprécient les efforts que nous faisons. Vous savez que la redevabilité est une marque de reconnaissance du gouvernement que dirige le Premier ministre Samuel Condé. Et donc, parce que nous avons coutume régulièrement de communiquer, nous n'avons pas peur de vos questions. Et nous n'avons surtout pas peur de venir dire au peuple congolais ce que nous avons pu faire, qui a fonctionné, là où nous avons eu des difficultés, parce que c'est des lignes que nous avons reçues. Les pouvoirs, il vaut mieux qu'ils soient régulièrement informés de ce qui se passe. Merci, Excellence. Prenez place. Merci à vous. Nous sommes assez réconfortés de votre courage et surtout de la pertinence de ce que vous proposez aux Congolais. Je signale que vous avez publié il y a quelque temps le livre blanc qui est là, qui fait mouche d'ailleurs. C'est pour la première fois d'ailleurs qu'on publie les crimes commis dans le contexte par le Rwanda, les forces armées rwandaises et surtout les M23, les fameux M23. Et ce rapport fait mouche. Tout le monde trouve maintenant des éléments pour pouvoir incriminer en tout cas ces pays voisins qui est aussi manipulé par les autres. Nous allons dans cette émission, Monsieur le ministre, d'abord faire connaissance avec vous. Sur cet écran, vous allez redécouvrir, c'est-à-dire apprécier en quelque sorte le travail de la rédaction Télé 50 qui vous présente en quelques lignes. Mais il y a beaucoup de questions que nous avons reçues ici, demandant des comptes au gouvernement Samuel Condé, demandant des comptes à Félix Tshisekedi, parce que comme nous sommes en direct, il sera en Bujumaï demain. Nos informations nous apprennent effectivement qu'il y a des préparatifs là-bas en place. Et surtout des questions sur la sécurité à l'Est, les questions sur l'économie de notre pays, comment elle tient aujourd'hui, les questions sur avec les fameuses cartes en noir et blanc que tout le monde conteste aujourd'hui. Est-ce que Kadima va s'en sortir? Est-ce que vous allez lui donner les moyens pour faire ces élections en 2023? Voilà un peu le sature. Mais dans un premier temps, regardez-vous. Et juste après, j'ai quelques questions un peu personnelles à vous poser. D'autant plus que le poste à occuper est parmi les plus en vue dans n'importe quel gouvernement dans le monde. Avec beaucoup de courage, Patrick Mouyaya a pris les initiatives qui ont rajeuni l'image de ces secteurs avec son credo, le changement de narratif. Patrick Mouyaya entendait par là, dès le départ, une manière nouvelle et positive de parler du Congo dans tous les secteurs, placer les intérêts du Congo en avant et les défendre à tout prix.
Considéré au départ comme un concept comme tous les autres, le changement des narratifs est pourtant devenu au fil de mois la signature des bonnes actions en faveur du Congo. Semaine après semaine, dans un décor qui n'a rien à envier aux autres, Patrick Muyaya a accompagné ses collègues, pratiquement tous, mais aussi des responsables des institutions publiques, de la police et des forces armées, dans un exercice de redevabilité. Qui fait quoi pour les Congolais à son poste? Une question qui a eu des réponses pratiquement dans tous les secteurs lors des actualités avec ses briefings hebdomadaires en direct sur la chaîne nationale et les autres médias partenaires. Ayant affaire à un pays en guerre, Patrick Muyaya a su faire un rappel des troupes à tous les médias pour une guerre médiatique en soutien aux armes des vaillants FARDC au front. Avec une campagne dénommée Bendele Koyate, le ministre de la Communication a associé tous les leaders d'opinion, y compris en musique, pour soutenir les FARDC. Mais aussi, il est parmi les premières personnalités congolaises à avoir brisé le tabou au sujet du soutien du régime rwandais aux rebelles du M23 qui agressent la RDC. Monsieur le ministre, question personnelle. C'est quoi la méthode Muyaya, finalement? Bon, écoutez, il n'y a pas des méthodes particulières, si ce n'est d'abord la vision que nous transmet le président de la République. Vous savez que le président de la République est l'émanation du peuple congolais et que la redevabilité en démocratie est une des valeurs cardinales. Avec le Premier ministre et donc de manière régulière avec tous les collègues du gouvernement parce que nous travaillons en parfaite harmonie, c'est en tout cas l'une des marques principales de ce gouvernement. Nous nous concertons, nous discutons. Parce que vous savez, Jean-Marie Kassamba, les défis de la République démocratique du Congo ne peuvent pas être relevés en 5 ans d'un mandat. Mais 5 ans peuvent être suffisants pour planter les décors de ce que sera le Congo de demain. Et avec le président Tshisekedi affectueusement appelé Fachi Béton, moi, je pense qu'on devrait l'appeler Fachi Fondation. J'aurai l'occasion de le démontrer. Fachi Fondation? Oui, bien sûr, parce que dans chaque secteur de la vie nationale aujourd'hui, nous sommes en train d'asseoir la fondation qui va permettre, par exemple, pour ce qui concerne les secteurs de l'éducation, d'avoir un système éducatif solide et qui soit en mesure de prendre en charge tous les millions d'enfants qui se déversent sur le marché scolaire chaque année. Au niveau de l'armée, pour la première fois d'ailleurs depuis 1960, nous avons une loi de programmation qui, après 10 ans de navette à l'Assemblée nationale, a été adoptée et promulguée sur la diplomatie, sur l'économie, sur la santé avec la couverture santé universelle. Vous faites donc remarquer que tous les fondamentaux sont en train d'être mis en place pour que la République puisse décoller, puisse être rebâtie. Parce que l'œuvre de la reconstruction, c'est la seule œuvre humaine qui ne s'arrête jamais et nous voulons bien faire notre part. J'ai posé cette question parce que on dit de vous, vous êtes l'homme orchestre, l'homme qui fait parler tout le monde, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Pourtant, vous n'avez pas 50 ans. Pourtant, vous avez intégré un gouvernement où il y a plus vieux que vous et ensuite il y a suffisamment de difficultés. Le courage de Muyaya, ça sort d'où? Qu'est-ce que vous voulez prouver? Bon, écoutez, il n'y a rien à prouver, mais il y a des défis à relever. Parce que le président Tshisekedi, regardez bien, notre gouvernement est en moyenne l'un des gouvernements le plus jeunes de l'histoire de la RDC. Regardez le Premier ministre, 45 ans. Regardez la moyenne d'âge des membres du gouvernement. Je ne suis pas les plus jeunes. Et donc ça voudrait dire déjà ces virages que le président de la République passe du côté des jeunes qui représentent 60% de la population congolaise. Et donc nous qui venons, nous comprenons le moyen des communications modernes parce que Jean-Marie Kassamba communiqué au XXIe siècle en 2022 est largement différent de ce qui était communiqué il y a 2-3 ans. Et donc il fallait bien comprendre les codes et nous avions la chance dans un passé d'avoir fait les métiers que vous faites et donc nous connaissons plus ou moins les secteurs, même s'il y a un besoin d'adaptation de manière permanente. La deuxième chose, c'est la connaissance des dossiers, parce qu'au-delà du fait qu'on est membre du gouvernement, mais il faut connaître les Congos. Et beaucoup des Congolais, particulièrement les hommes politiques, ne le connaissent pas très bien. Parce que malheureusement, on a pris coutume dans les débats politiques de parler des individus, de parler des dates. On ne parle pas des problèmes du Congo en profondeur. Et la particularité justement de notre gouvernement, c'est que nous allons résoudre le problème du Congo en profondeur, notamment avec ces virages sur les territoires, avec les 145 territoires, un projet inédit qui permettra de mettre 10 millions de dollars dans chaque territoire. Je vais vous donner une indication.
toutes les sociétés qui produisent du ciment ici en République démocratique du Congo ne produisent pas assez pour nous permettre de couvrir le besoin des 145 territoires. Parce qu'il faut construire à peu près 2000 édifices, donc 145 bâtiments administratifs, à peu près 700 centres de santé, près de 1200 écoles. Vous voyez que c'est immense. On va y revenir. Mais bien au-delà, oui, les routes des dessertes agricoles, parce qu'il y a évidemment ces focus qui s'est fait à l'intérieur du pays. Laissez-moi d'abord qu'on parle un tout petit peu de vous. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez l'homme qui faisait parler tout le monde. Est-ce que vos collègues ne sont pas exaspérés d'être rappelés comme ça à la barre et qui se justifient, qui expliquent, qu'on leur pose des questions? Non, je ne pense pas. Dès lors que je vous ai dit tout à l'heure que nous travaillons... Est-ce que c'est une redevabilité consentie? Mais bien évidemment, parce que vous avez suivi régulièrement le président de la République à travers les différentes communications, parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte que le président de la République s'adresse aux Congolais tous les vendredis. Et bien évidemment à travers ma voix, parce que je suis porte-parole du gouvernement, j'ai ces privilèges-là. Et donc le président de la République parle de problèmes du Congo au quotidien et hebdomadairement, il confie des tâches aux membres du gouvernement. Et donc, au-delà des réunions que nous avons au sein des commissions, mais nous avons des liens évidemment comme collègues, nous partageons lorsqu'il s'agit par exemple de l'éducation, Tony Mouabaye toujours au bout du fil, lorsqu'il s'agit des finances, Nicolas Casadier toujours au bout du fil, et donc on n'a pas vraiment des difficultés à collaborer. Est-ce qu'ils collaborent ou ils vous obéissent? Non, bon, écoutez, moi je ne voudrais pas aller dans des considérations du genre à collaborer ou obéir. Non, nous sommes d'abord de collègues, nous appartenons tous à un même corps, nous sommes obligés ou astreints à un devoir de solidarité. Nous avons une vision claire du président de la République, une supervision du Premier ministre avec des objectifs qui sont précis. Et d'ailleurs, vous avez suivi au Conseil de ministres d'hier, le président de la République a demandé au Premier ministre de s'assurer que chaque membre du gouvernement réponde de ce qu'il a pu faire suivant la lettre de mission qui lui avait été donnée. Et donc nous sommes plutôt très concentrés. On n'a pas beaucoup de temps pour regarder, aller dans des petites sensibilités, parce que pour nous l'essentiel, c'est de servir les Congolais, de leur dire ce que nous faisons, c'est ce qui fera la différence. Monsieur le ministre, allez, parlons du gouvernement un tout petit peu. Juste une petite ouverture. Il y a 3 de vos collègues qui sont partis. Chez Katumbi. Ça va vous manquer. 2, est-ce qu'ils étaient sincères en restant avec vous pendant tout ce temps? Non, je ne voudrais pas aller... D'abord, les collègues, vous pouvez leur poser la question, mais moi, ce que je tiens à relever ici, c'est le côté démocrate du président de la République. Démocrate? Parce qu'il faut... Il a été lâché. Non, mais écoutez, il ne faut pas considérer que le président de la République a été lâché, pas du tout. Ça veut dire que nous sommes dans un gouvernement de coalition où il y a un assemblage. Évidemment, chaque courant politique a sa vision, a ses intérêts. Dès lors que le chef de la formation politique de ses collègues a estimé qu'il allait prendre une voie différente, il fallait en tirer les conséquences. Nous sommes en démocratie, on n'est pas dans un contexte où on s'est dit, bon, comme on avait vu par les passés, intimider tel, intimider l'autre, de manière libre. Les collègues sont venus au Conseil de ministres d'hier, et d'ailleurs beaucoup n'ont pas pensé... Ils ont participé ou pas au Conseil? Ils n'ont pas participé, beaucoup n'ont pas pensé d'ailleurs, n'ont pas cru ce qui s'est passé, parce que généralement quand le Conseil se tient, les membres du gouvernement n'ont pas leur téléphone, mais le Premier ministre qui les avait rencontrés a organisé une petite réunion de change avec le président de la République. Je pense que tous ont eu l'occasion de dire merci au président de la République. Ils l'ont vu, le président? Bien sûr. Ils ont vu j'ai pas assisté à la réunion, mais je crois que ça s'est passé dans des conditions des démocraties, parce qu'ils ont eu l'occasion de dire merci au président de la République pour l'encadrement, pour le travail qui a été fait, parce que les collègues qui partent du gouvernement n'ont pas démérité pour ce qui concernait le travail au service de la République, mais la politique a parfois ses réalités. C'est bien la réalité politique qui met malheureusement fin. Est-ce qu'ils étaient sincères avec vous? La question de la sincérité, ce n'est pas vis-à-vis de moi. La question de la sincérité, lorsqu'on est au gouvernement, dans les institutions, c'est par rapport au peuple congolais, c'est le président de la République qui les représente. Je pense qu'il y a eu des instants d'échange où je n'étais pas là, mais c'était plutôt, les choses se sont plutôt déroulées de manière démocrate et civilisée. Monsieur le ministre, il y a un point très important sur lequel on a reçu énormément de questions, c'est la sécurité. J'aimerais que vous suivez cet élément et ensuite
je vais combiner entre les questions que les gens m'ont envoyées et mes propres questions, parce que le président lui-même avait dit « Je suis prêt à donner de ma vie pour la sécurité. Je suis résolument décidé à... » Et il donne de sa vie pour le retour de la paix à l'Est. Non, donner de sa vie, ça veut dire c'est des heures de sommeil, c'est des heures de repos. Parce que j'ai les privilèges quelquefois de voir le président de la République travailler, c'est sans relâche, c'est sans repos. Alors, voyons, et ça ne sera pas de tout repos, ça je peux vous le dire. Étant la deuxième année de suite du régime état des sièges pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, un élan d'espoir s'était manifesté dans l'opinion par rapport aux actions des FARDC. Seulement, depuis plusieurs semaines, quelques régions dans le Nord Kivu sont occupées par un groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Une régression surprenante poussant le président de la République à évoquer à maintes reprises des cas d'infiltration ou de corruption au sein de l'armée, et ce, pas sans sanction. Ne croisant pas les bras, Félix Tshisekedi appellera ensuite à une mobilisation nationale pour affronter l'ennemi congolais numéro 1, Paul Kagame. Le président de la République, de plus en plus cru envers son homologue rwandais, entend améliorer les conditions sociales des forces armées et créer ainsi de l'engouement pour des recrutements en masse. Comptant actuellement 150 000, les FARDC devraient augmenter à au moins 500 000 hommes au bout de l'idée du gouvernement et des réformes en cours. Mais en attendant, le Grand Congo s'est fait aider par des forces étrangères sur son sol avec son accord cette fois-là. Après l'expérience ougandaise contre les ADF, des militaires kenyans de l'EAC cette fois-ci agissent en diplomates avec des armes sans tirer. Lors d'une cérémonie officielle ce mois de décembre, les rebelles du M23 ont semblé céder symboliquement les territoires de Kibumba à la force régionale. Quelques heures après, les FARDC crieront à la mascarade et une tentative d'occupation d'un plus large espace par les rebelles. En 2022, la situation sécuritaire s'est dégradée certes, mais le dossier a été affronté avec beaucoup de courage et de sincérité. Pour la défense de l'intégrité territoriale, le gouvernement peut se vanter d'avoir allié tous les Congolais derrière une cause et aussi d'avoir gagné des alliés de taille à l'international. Le point de départ de cette propagande anti-Kagame, le massacre de Kishiché, le M23 qui assiège une partie du territoire de Nyiragongo, tue en masse des civils et assujettit à l'esclavage une autre partie. Kinshasa est en colère, un deuil national est décrété, des noms sont pointés du doigt et la solidarité internationale commence à se manifester. Tour à tour, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne et les autres condamnent nommément le Rwanda de soutenir les forces rebelles, auteurs des graves atrocités dans la partie est de la RDC. Une condamnation inédite de nos jours. En même temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies lève le régime de notification sur l'achat d'armes qui handicapait la RDC depuis plusieurs années, affaiblissant l'équipement des militaires qui font pourtant face à des ennemis très bien équipés. Le pouvoir, l'Église catholique, la société civile et d'autres partis revendiquent chacun de son côté cette petite victoire qui devrait se faire suivre d'un équipement conséquent selon les prévisions budgétaires de l'exercice suivant. Une chose est certaine, la politique de diplomatie adoptée par Félix Tshisekedi depuis le début de son mandat, avec des voyages excessifs, peut amplement se justifier avec ce Congo qui fait de plus en plus parler de lui. Patrick Mouyaya, quelqu'un m'a dit ce que Félix Tshisekedi nous a proposé, ça n'a pas marché. On a Ghana occupé, M23 qui se développe, des réfugiés quasi partout, l'état de siège. D'abord, je ne suis pas d'accord avec quelques assertions qui ont été dites dans le reportage. De voyages excessifs, non, parce que c'est que les gens... On a dit trop de voyages. Non, c'est que les gens n'ont pas encore, n'ont pas vraiment compris ce que le Congo n'était très bas. La vocation de ce pays, c'est d'être grand. Et on ne doit pas être grand que par nous-mêmes. Nous avons une place à occuper dans le monde. Aujourd'hui, nous parlons de pays solutions. Si vous aviez suivi les dernières négociations sur les climats au COP 15 à Montréal, les négociations étaient presque bloquées. J'ai été réveillé par un ministre d'environnement d'un pays d'Afrique pour me dire « Votre collègue de l'environnement nous bloque ici, on est au Canada, il est 2 heures du matin ».
C'est pour vous donner une illustration. Aujourd'hui, vous voyez ce que nous représentons comme pays solution, pas seulement pour ce qui concerne les climats, mais pour ce qui concerne le cobalt, le lithium. Et à Washington, où nous étions avec le président de la République, il y a eu notamment ces mémorandums qui a été signé avec le gouvernement américain, le Zambien et la RDC, par rapport au rôle qui est le nôtre. Et donc aujourd'hui, tout ce que le président de la République a fait comme choix de porter la voix de la République à l'international a donné du résultat parce qu'un pays, c'est aussi son rayonnement à l'international. Pour ce qui concerne la situation sécuritaire, nous en avons déjà parlé plusieurs fois ici. Oui. Il faut savoir d'où on a commencé. Parce que Jean-Marie Kassamba, tout à l'heure, je vous disais que nous sommes dans une période où nous plaçons fondation. Dans quel état était notre armée? Lorsque le président... Dans quel état elle est aujourd'hui? Allons-y progressivement. Oui. Lorsque le président de la République arrive aux responsabilités, il y a à peine 3-4 mois, on a remplacé les chefs d'état-major général. Oui. Il a travaillé avec les chefs d'état-major général qui a été désigné par le président sortant, le président Joseph Kabila. La même chose du côté de la police. Ça veut dire que de ce côté-là, il fallait maintenir les équilibres parce que c'est la défense, les secteurs de la sécurité qui est un des secteurs clés pour un pays aux dimensions continentales comme la République démocratique du Congo. Donc il fallait faire un travail de diagnostic. Les diagnostics que nous faisons est un diagnostic qui remonte en réalité parce que le problème d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, je dois rappeler qu'avant 1996, il n'y avait pas de groupe armé à l'est de la RDC. C'est après les génocides rwandais qu'en réalité, les malheurs ont commencé à l'est de la République démocratique du Congo et tout son corollaire. Et donc, nous arrivons, on regarde la question dans son ensemble. Lorsqu'on décide de mettre un état de siège, ça veut dire, vous et moi, nous étions chaises, de confier la gestion des provinces à des militaires. Je ne pense pas qu'il existe dans un pays du monde, où il y a des personnes plus brillantes que celles que nous trouvons dans l'armée. Vous le savez, de manière générale, lorsqu'on vous parle d'un hôpital militaire, lorsqu'on vous parle d'un médecin ou d'un ingénieur de l'armée, c'est plus sérieux parce qu'il y a la discipline qui va avec. Oui. Et donc, nous, lorsque le président de la République décide d'instaurer l'état de siège, l'idée des départs, ce n'est pas de terminer pour le temps qui était les nôtres tous les problèmes de sécurité depuis 25-26 ans. Mais il voulait instaurer la paix. Écoutez, Jean-Marie, la paix n'est pas une génération spontanée, parce que pour construire la paix, il faut être sûr qu'on a d'abord reconstruit l'appareil de l'État. Il faut être sûr que les jeunes gens qui touchent les armes et qui en vivent ont une alternative. Il faut être en mesure de régler tous ces problèmes en même temps, dans un contexte justement où vous avez des voisins qui n'ont pas d'intérêt à ce que le Congo redevienne grand et que le Congo règle ses problèmes de sécurité, puisque Jean-Marie, je ne l'ai dit, je n'ai pas besoin de répéter l'histoire, c'est que la République démocratique du Congo, c'est les pays les plus grands de l'Afrique centrale, c'est les pays qui portent, dont les développements portera automatiquement toutes celles de la région. Oui. Et donc il faut considérer les difficultés de sécurité que nous rencontrons aujourd'hui comme les soubresauts qui précèdent l'enfantement. Parce que là, nous sommes en train de rebâtir, je l'ai dit, j'ai parlé des fondations au début de cette émission, c'est aussi une véritable fondation que nous bâtissons à la fois pour notre sécurité, mais à la fois pour les pays de la sous-région. Lorsque nous parlons de la loi de programmation, vous avez suivi la loi de programmation. On va y revenir avec les milliards, on va y revenir. On fait le bilan quand même. On va y aller progressivement. Parce que le bilan... On a déjà parlé du bilan d'état d'esprit. Vous avez rappelé que on a réduit les groupes armés, etc. Mais le M23 a quasiment démystifié l'état de siège. D'abord, je ne pense pas que les M23 a démystifié l'état de siège, parce que le M23 en réalité n'existe pas. C'est un mouvement qui avait été défait en 2013 et les forces armées de la République démocratique du Congo avec les FIB de la MONUSCO. Les gens disent que vous l'avez réveillé. Vous dites? Vous l'avez réveillé le M23, qui était mort, vous l'avez réveillé. Non, c'est pas nous qui l'avons réveillé. Avec le nouveau partenariat avec il faut demander, il faut poser la question au président Kagame. C'est lui qui, pour ses intérêts inavoués, mais finalement que nous connaissons bien, c'est garder les Congos en insécurité, parce qu'il faut continuer les processus de pillage. C'est des disques rayés que nous connaissons très bien. Et d'ailleurs, nous allons arrêter cela. Vous avez vu la vague de condamnation qui a commencé. Il faut considérer que nous sommes engagés dans une dynamique qui va nous permettre finalement de restaurer la paix dans cette partie du pays après autant d'années.
Vous avez suivi qu'il y a eu le 3e round des discussions de Nairobi, où tous les groupes armés congolais ont convenu autour d'un plan d'engagement. Sauf les M23. Hier encore, mais les M23 que nous considérons d'ailleurs à juste titre comme un groupe terroriste, parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Kichiché, les enrôlements des enfants et tous les actes barbares qu'ils commettent, parce qu'ils sont sans foi. Ils sont sans foi, ni loi, seule la violence, seul le sang et les messages qu'ils entendent et les messages qu'ils comprennent. Et donc nous sommes dans une perspective où les problèmes sont circonscrits. Il y a des problèmes qui doivent être réglés dans le cadre du programme de démobilisation, qui est financé d'ailleurs. Peut-être que vous aurez l'occasion de poser la question au coordonnateur, il vous dira ce qu'il en est exactement pour ce qui concerne les Congolais. Mais il y a évidemment le problème le plus grave, c'est la question du M23, sur laquelle diplomatiquement nous avons travaillé. Vous avez suivi toutes les déclarations, toutes les condamnations successives contre le Rwanda. Et aujourd'hui, nous travaillons sur un plan de retrait qui marche pas. Il y aura d'ailleurs une réunion d'évaluation bientôt, mais nous pensons que nous sommes engagés dans une dynamique qui nous permettra de restaurer la paix dans cette partie du pays. Jean-Marie Kassamba, la paix pour la consolider, pour y arriver, il faut que nous ayons reconstruit notre appareil de dissuasion, et c'est l'armée et c'est les travail on a bien compris, autour mais duquel nous sommes. Patrick Mouya, quel courage avez-vous? D'aucuns diraient, quelle mouche vous a piqué pour affronter Paul Kagame, et avec des mots parfois très durs? Tout le monde a peur de Kagame. Jean-Marie Kassamba, je veux vous faire une petite confidence. Lorsque le président de la République nous reçoit dans le cadre des consultations, il y avait évidemment beaucoup d'appréhension, je vous épargne de certains détails, mais j'ai 13. Oui, et le président de la République nous avait dit, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Et je vous parle de la suite, de ce qui s'est passé. Mais ici, il ne s'agit pas d'affronter le président rwandais. Il s'agit de défendre notre territoire. Et il s'agit de défendre notre territoire. Et Jean-Marie Kassamba, vous savez, que la communication, elle n'est efficace que lorsqu'elle est claire. Et vous avez vu vous-même le président de la République qui est à la fois commandant suprême de forces armées, à la fois commandant du front diplomatique, à la fois commandant du front médiatique, donner le ton. Et donc, nous, pour la défense de notre territoire, pourquoi devons-nous avoir peur? Pourquoi devons-nous être dans un sentiment, nous sentir frileux pour défendre ce que nous avons de plus précieux? Non. En tout cas, nous, la ligne, tout puissant président la ligne, de la République. Moi, je voudrais pas aller dans ces qualificatifs parce que fort malheureusement, ces agissements ou son passé ne rappellent pas des choses positives. Je voudrais pas perdre du... Je voudrais pas perdre du temps. J'avais répondu... J'avais répondu à ces sujets-là. Il est très malsain de sa part de parler des élections. Je ne voudrais pas revenir sur ce qui a déjà été dit parce qu'il a un passé violent qui est connu, qui ne se gêne même pas de rappeler. Mais nous, on a un passé démocratique. Et dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous allons vers la consolidation de nos démocraties. Aujourd'hui, il est simplement gêné par la reprise de leadership de la République démocratique du Congo, par le leadership du président Tshisekedi, qui les dissuade en réalité dans ses desseins malsains de continuer les pillages systématiques de nos ressources. Il y a des rapports qui ont été faits, qui ont été documentés. Parce que lorsque oui, nous revenons dessus. Et d'ailleurs, nous allons nous allons continuer parce qu'ici, nous avons documenté des crimes d'agression. C'est l'occasion de remercier tous les experts avec lesquels nous avons travaillé. Oui. Mais aujourd'hui, nous allons réunir encore d'autres experts avec lesquels nous allons faire une démonstration sur la guerre économique, les recrutements des enfants et les différents crimes qui sont commis dans cette partie du pays, juste parce qu'on veut mettre la main sur les richesses de la République démocratique du Congo. Lorsque le président de la République, dans sa stratégie diplomatique, a décidé de s'ouvrir, parce qu'il vous souviendra qu'en juin de l'année dernière, le président de la République, comme il avait promis, s'est installé dans le Nord Kivu, à Goma. Oui. Il est à la fois parti au Rwanda, en Ouganda, il a reçu des émissaires du président du Burundi. Vous avez vu de manière claire, en direct à la télévision, des ministres congolais signer des accords avec des ministres rwandais. C'était
en pleine journée, parce que le président de la République estime... Ce sont les fameux accords. Oui, mais les fameux accords, mais qui portaient sur quoi? Sur la non-double imposition, parce que Jean-Marie Kassamba, pendant que nous parlons ici, pendant que nous discutons, il y a des populations innocentes d'ailleurs, que ce soit du côté rwandais ou du côté congolais, qui échangent tous les jours. La frontière RDC-Rwanda, en Afrique, c'est parmi les frontières les plus fréquentées. C'est connu, et donc, il fallait faire là ou pas ces frontières? On a réduit suffisamment d'heures de trafic entre les deux frontières, mais il y a des situations qui font qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui dorment à Gisenyi, il y a des gens de Gisenyi qui vivent à Goma matin, midi et soir. Donc, vous n'avez pas de problème avec les Rwandais? Non, le peuple congolais n'a pas de problème avec le peuple rwandais. Le problème que nous avons, c'est avec les régimes rwandais qui pensent pouvoir continuer au XXIe siècle avec cette guerre inutile, à continuer à endeuiller des familles pour des intérêts inavoués, alors que nous pouvons discuter de manière claire pour savoir qu'est-ce que vous voulez, voilà ce que nous pouvons faire ensemble. Parce que, je vous donne un exemple, moi j'ai été parmi les députés qui ont fait l'audit de la CEPGL, la République démocratique du Congo payait presque tout. Ah bon? Oui, presque tout. Aller dans la partie est au Rwanda ou au Burundi, il y avait une quarantaine des bâtiments. Il y avait Ruzizi, Sinelac, il y avait plein de projets entre les trois pays. Dans le cadre de la CEPGL. Oui. C'est la vocation de la République démocratique du Congo de s'assurer notamment que les autres pays avoisinants, nous sommes dans la coopération qui permettent à eux de profiter, à nous de profiter. C'est bien cela la vocation de ce pays. Et donc, vous voyez que tous ces schémas que le président de la République a voulu faire de manière transparente n'a pas rencontré les intérêts inavoués du voisin. Et aujourd'hui, nous allons lui opposer ce qui pense pouvoir être la stratégie. Et voilà que nous enregistrons des résultats. Même la levée du régime de notification aujourd'hui, pour nous... À qui vous attribuez cette victoire-là? À la mobilisation générale, au peuple congolais, à ce que les églises, les leaders congolais ont fait, ou c'est tout simplement... Écoutez, vous mettez ça dans... Nous ne voulons pas aller... Dans votre jubessière Nous ne voulons pas aller dans des considérations politiques ici, parce qu'il s'agit des intérêts de la République démocratique du Congo. Le président de la République, c'est lui qui a décrété la mobilisation. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a des Congolais qui ont répondu à l'appel d'un Congolais, qui se trouve être le président de la République. Eh bien, lui, comme toutes les forces vives qui se sont mobilisées, peuvent être fiers de ce qu'on a pu obtenir. Parce qu'il faut faire attention et ne pas dissocier les présidents de la République du peuple. Parce qu'il émane du peuple. Et donc aujourd'hui, il est porteur des aspirations, il est porteur d'un combat qui fait qu'aujourd'hui, nous avons pu atteindre ces résultats qui ne nous satisfait pas. Ah bon? Parce que, non, pas du tout, parce que nous avons besoin aujourd'hui de travailler assidûment à remonter la puissance de nos forces armées et assurer la totale sécurité de l'intégrité de notre territoire. Nous en avons l'ambition. Arriver la notification. Nous avons l'ambition, c'est des questions qui malheureusement ne dépendent pas de mon ressort, mais je crois qu'ici il y a une volonté politique claire, il y a un nouveau commandement militaire qui travaille sous des instructions du président suprême qui sont claires, il y a le Premier ministre d'ailleurs, chef du gouvernement, qui tient presque toutes les semaines de réunions de sécurité, parce que parallèlement, les questions de l'armée ne se résument pas simplement à acquérir des armes, mais il y a la question des humains, des soldats, et vous avez suivi le président de la République devant les jeunes recrues à Kitona, vous avez suivi le président de la République, et d'ailleurs Télé 50 l'a relayé, le jour de Noël, communier avec les femmes de militaires et redire que lui, les commandants suprêmes, et nous tous, tous les gouvernements réunis, nous nous engageons à donner les meilleurs pour nos militaires, pour assurer la défense de notre territoire. Monsieur le ministre, on est très suivi à Kigali. Et je présume que quand nous avons annoncé cette émission, ils sont en train de suivre. Vous leur dites quoi? Un, l'M23 n'a toujours pas dégagé. Deux, malgré la présence de ces troupes de l'Afrique de l'Est, on a même appris que les Soudanais, les Sud-Soudanais sont en train de venir encore 700 chez nous. Vous voulez dégager? On va faire dégager. Bon, écoutez, les États travaillent dans des cadres de structure. Et ici, nous avons une Bible, si je peux l'appeler ainsi, qui doit nous permettre de revenir à la paix. C'est
les communiqués du ministre Sommet de Luanda qui a été signé par les chefs d'État. Mais ils ne respectent pas. Bien, depuis le début, oui, on leur a dit rentrez dans vos positions antérieures. Mais si vous avez vu la France, oui, qui n'était pas en mesure de dire clairement, le Rwanda a commencé à le dire, c'est parce qu'il y a eu justement une forme de lassitude, de dire et de répéter les mêmes choses. Et donc aujourd'hui, nous pensons que ces processus-là finira par aboutir, parce qu'il y a entre-temps la contrainte qui doit venir de la force régionale qui accompagne les forces armées de la République démocratique du Congo, mais parce qu'entre-temps, plus le temps passe, mieux on va nous organiser, parce que finalement, cette situation-là devra se régler. Premièrement. De quelle manière? Elle se réglera par la diplomatie. Avec les Sukhoi qui survolent maintenant sans autorisation les lacs Kivu. Sans autorisation. Le lac Kivu. Oui, les Rwandais ont pu aujourd'hui. Oui. Hier d'ailleurs. Mais il y a un communiqué que... Oui, j'ai vu que vous avez aussi publié le vôtre. Parce que ne nous empêchez pas de disposer de notre territoire. Mais ils ont dit que vous avez violé. Les lacs Kivu est un espace partagé. Oui. Et lorsque nos avions... Vous êtes allé au-delà. Nos avions Sukhoi survolent la partie du lac qui est compris dans l'espace aérien congolais, cela ne devrait pas faire peur. Pas du tout. Parce que vous l'impressionnez, vous voulez faire peur. Le principe aujourd'hui, parce que vous dites que je m'adresse au peuple rwandais. J'ai des amis d'ailleurs qui sont rwandais. Parce que, disons les choses telles qu'elles sont. Nous avons vécu ici, j'avais à l'école, mon voisin de classe pendant longtemps, c'était un Rwandais. Nous en rencontrons ici à Kinshasa et partout. Donc il faut considérer que ce qui se passe ici, et le président de la République l'a bien dit, il n'y a pas de problème entre le peuple congolais et le peuple rwandais. Parce que quoi qu'il en soit, vous avez vu l'exemple de l'éruption qui nous a rappelé que nous avons des sorts liés. Et donc le peuple rwandais doit savoir que nous, peuple congolais, nous n'avons aucun problème avec eux. Les problèmes que nous avons, c'est avec le régime rwandais qui pense pouvoir pérenniser la terreur à l'est de la République du Congo. C'est pourquoi nous nous opposerons et beaucoup de nos compatriotes militaires ont déjà perdu la vie et nous continuerons parce que nous pensons que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo n'est pas négociable. Alors, dernière question sur la défense et la sécurité. Est-ce que les troupes, enfin les jeunes que vous avez recrutés, est-ce qu'il y a le budget pour? Est-ce qu'ils sont en train d'être formés? Ou ça sera chez Rakano rapide, 3 semaines de formation? Bon, écoutez, vous savez que... lorsqu'on parle de chair à canon, je trouve un peu l'expression assez... oui, les recrues pas bien formés et qu'on expédie vite fait. Non, écoutez, vous savez, il y a un processus. D'abord, lorsque le président de la République lance l'appel, vous avez vu, c'était le 3 novembre, vous avez vu la spontanéité avec laquelle les jeunes Congolais de partout au pays ont répondu. C'est la colère. Lorsque les jeunes ont été... recrutés, ont approché les services de l'armée, il y a ce qu'on appelle le vetting. Parce qu'avant d'être envoyé dans le centre des formations, on doit vérifier d'abord que vous n'êtes pas mineur. Okay. Parce qu'il ne faudrait pas... C'est interdit. Il faudrait pas que les gens viennent dire, ah voilà, ils enrôlent des enfants. Non. Et d'ailleurs, dans le processus de vetting, on implique l'UNICEF qui s'assure que les enfants, ceux qui ne sont pas en âge d'être dans l'armée, ne les sont pas. Première chose. Deuxième chose, on fait des tests, évidemment, d'aptitude physique. Il faut être sûr que vous répondez et vous êtes suffisamment apte pour aller subir la formation militaire. Tous ces processus ont été faits. Vous avez vu la vague des 10 000 recrues qui sont dans le centre de Kitona. Et aujourd'hui, d'ailleurs, lors de la présentation du document de politique des défenses, le ministre des Défenses a dit que le centre de formation de Kotakoli était presque prêt parce qu'il était en train de subir une rénovation. Il y a des dispositions qui ont été prises à Kitona pour garantir que ces enfants qui ont été recrutés seront bien formés. Et c'est même pour ça que le président de la République s'est rendu sur place personnellement pour s'assurer dans quelles conditions ces jeunes sont hébergés, ces jeunes sont mangés et ils subiront la formation évidemment requise et les moments venus, suivant les besoins opérationnels, s'ils sont prêts, ils seront aguerris et affectés. On doit faire le bilan économique maintenant. Nous avons travaillé sur, quelqu'un m'a dit, le ventre mou du gouvernement Sambalo Kondé. Vous avez un gouvernement avec des chiffres mirobolants. Ça donne vraiment de l'espoir. C'est pas mirobolant, c'est des chiffres réels. C'est des chiffres réels qui sont vérifiables. Et le panier de la ménagère dit non, moi je ne retrouve rien.
on nous présente, on va dire des espoirs, mais en réalité, on ne vit pas bien. Alors, voyons d'abord ce que nous avons fait comme travail, et j'aimerais bien que vous soyez direct et sincère avec le peuple congolais qui vous suit. Nous sommes en plein préparatif de fête des fins d'année. Est-ce que la maman quinoise, la maman des Mbujimaï, la maman des Bukavu, celle de Lubumbashi en ce moment, ou celle de Kananga, peut se dire, le gouvernement Sama Lukonde, dont vous êtes le porte-parole, a été à la hauteur en 2022 pour nous donner de quoi vivre, pour que nos enfants aient à l'école, pour que nous payions notre loyer, pour que nous puissions se sentir que nous avons une économie qui tienne. Rédaction d'abord. Étant la deuxième année de suite du régime état des sièges pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, un élan d'espoir s'était manifesté, soit un taux d'accroissement de 41,8% par rapport à la loi de l'exercice 2021. En 2023, Sama Lukonde parie sur un taux d'accroissement de 32%, l'équivalent de 14,6 milliards de dollars américains. Depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, les chiffres augmentent année après année, l'ambition dans la vision la plus large et le renforcement de l'autorité de l'État partout en RDC. À l'Assemblée nationale, le Premier ministre a fait savoir que quelques actions rendraient particulier cet exercice, notamment les réformes au sein de la police nationale et de l'armée, les recrutements compétitifs de 2000 magistrats pour renforcer l'efficacité de l'appareil judiciaire, la réforme de l'administration publique focalisée essentiellement sur la maîtrise des effectifs, la dématérialisation, la mise à la retraite, le rajeunissement et la politique salariale. Le gouvernement Sama Lukonde compte également réduire la dépendance économique au secteur minier en privilégiant la diversification économique afin de permettre au pays de tirer profit de son potentiel énergétique, forestier, agricole et environnemental. Sauf changement des dernières minutes, il faudra également tenir le défi des élections à bonne date. Félix Tshisekedi, comme son prédécesseur Joseph Kabila, tient à un scrutin financé à 100% par les Congolais eux-mêmes. Une affaire de souveraineté, de dignité, mais aussi de crédibilité en interne quand on sait que l'équipe en place à la Commission électorale nationale et indépendante n'a pas fait l'unanimité jusqu'à présent. Denis Kadima, actuel président de la CENI, présenté comme un expert en matière électorale, fait encore débat dans l'opinion. Le cardinal Ambongo ou encore les trios Matata, Fayulu, Mukwege auraient préféré voir quelqu'un d'autre à sa place. Patrick Mouyer, citez-moi trois choses, sur le plan économique, sur le plan, on va dire, des rayonnements de notre pays, que votre gouvernement a réussi pour donner espoir. La gratuité? On dit que c'est un échec. Échec pour qui? Les écoles continuent à avoir les frais de fonctionnement, il y a un trop-plein d'étudiants. Est-ce que ce que vous dites, vous le vérifiez? Parce que, vous savez, malheureusement, nous tous, on est coutumiers à parler du mal du Congo. Donc, lorsque nous, on parle de changement de narratif, c'est justement être sûr que les gens, lorsqu'ils rapportent de faits, ils rapportent de faits qui sont concrets. La gratuité, lorsqu'elle a commencé, il y avait bien évidemment des difficultés, parce que c'est une réforme qui voit le jour finalement 13 ans après la promulgation de la Constitution et qui veut régler un problème de millions d'enfants qui n'avaient pas accès à l'école. Aujourd'hui, en septembre dernier, est-ce que vous avez entendu un mouvement de grève? Mais vous avez géré Contrairement, non. Vous avez géré les syndicats en amont? Non, la question, ce n'est pas de gérer les syndicats en amont. Les syndicats, c'est des partenaires. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous ouvrons la Bible. Parce que nous, nos chiffres, nous les communiquons de manière régulière. Voilà ce que nous avons. Voilà comment on les affecte. Et le ministre Tony Mwama, d'ailleurs, il a fait déjà plusieurs fois des briefings avec moi, mais on discute avec les partenaires sociaux. Aujourd'hui, il y a des progrès suffisants qui ont été faits, qui sont appréciables et qui ont fait que, à la différence des 5 ou 6 années précédentes, enseignants payés, frais de fonctionnement versés, payés, tout est mis en place parce que vous savez, à travers la gratuité de l'enseignement, Jean-Marie Kassamba, je ne sais pas si vous avez été chassé de l'école quand vous étiez enfant. Si, si. Vous êtes sûr? Quand j'étais enfant, oui. Non. Enfant, non. Mais à l'école secondaire, à l'époque du maréchal Mobutu, ça commençait déjà. Quand vous êtes chassé de l'école, moi j'ai été chassé de l'école. Oui. C'est d'abord une humiliation pour vous. Oui, pour lorsque moi et pour vous mes regardez parents. Vos amis, et une humiliation pour vos parents, et même un pincement de cœur pour l'enseignant. Aujourd'hui, on cherche parce que parfois, lorsque l'intendant arrive
il vous regarde, vous devez sortir. Ça fait mal à l'enseignant, mais malheureusement, il doit être payé à la fin du mois. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement concerne les élèves au niveau primaire et les gouvernements s'est attelé pour que ce programme puisse être consolidé. Et aujourd'hui, je pense, le fait qu'il n'y ait pas eu déjà de grève à la rentrée illustre évidemment. Nous, on n'a pas besoin de nous dire, de nous applaudir pour ça parce que nous considérons que c'est le travail de l'État. Ce que nous faisons là ne relève pas d'un exploit particulier, mais ça relève de la volonté politique. Jean-Marie, tout à l'heure, vous avez dit la femme de Kananga, la femme de Mbujima, Panier de la ménagère, les messieurs des Dibouno, et tous les Congolais partout où ils se trouvent. Vous savez, nous, on l'a dit en 5 ans, liminaire dans cette émission, j'ai été franc avec vous. En 5 ans, on ne pouvait pas régler tous les problèmes de Congolais. Aujourd'hui, il n'y a aucun, parce que j'entends, il y a comme une foire au candidature qui s'annonce avec beaucoup de maladresse. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Avec beaucoup de maladresse, on aura l'occasion de revenir. On va en parler. Et on aura l'occasion d'y revenir. Alors, il ne faut pas faire miroiter aux Congolais des choses qui ne sont pas matériellement faisables. On dit les chaos. Et aujourd'hui, c'est que on parlera de ces cas. Ça va le compte de Tshisekedi chaos. Aujourd'hui, on parlera du chaos de moment. Mais aujourd'hui, il faut noter que nous avons touché à tous les fondamentaux. Je vous donne un exemple dans le secteur de la santé. Lorsqu'on parle de couverture universelle, vous venez d'Europe, pas moi. Vous savez ce que ça représente en termes de mise en œuvre, de mise en place. Aujourd'hui, tous les décrets ont été pris et bientôt, j'espère que le ministre de la Santé, nous pourrons venir faire un briefing ou expliquer clairement où est-ce que nous en sommes. Ça concerne la santé des Congolais. Et lorsqu'on parle de Congolais, on parle de millions de Congolais. On parle du processus électoral, parce que j'ai vu que dans les reportages, on en a parlé. Et on va terminer par là. Il y a un élément que les jeunes n'ont pas encore intégré, on va y arriver. Oui. C'est comme la dernière fois que les Congolais ont eu une carte d'identité. Ah, depuis Mobutu, hein. Immédiatement. La verte. Immédiatement après l'enrôlement, quelques mois après, et donc si tout va bien, il y aura la carte. Autour du mois de novembre, autour du mois de juin ou de juillet 2023, le Congolais pourra disposer de sa carte d'identité. On est enregistré. C'est des engagements. Vous avez dit mois de juin 2023, carte d'identité. C'est des engagements. C'est des engagements que nous avons pris et sur lesquels nous travaillons. En tous les cas, le Premier ministre l'a dit et répété, nous ne sommes pas sûrs que nous terminera l'année 2023 donner au Congo l'identité. Vous savez ce que ça représente dans un pays où pendant 30 ans, 40 ans, on n'était pas en mesure de savoir combien nous sommes. On n'était pas en mesure de prouver d'ailleurs qu'on l'est. Et donc là, on va y répondre. Et donc, vous voyez que la part de l'héritage est tellement lourde qu'aujourd'hui, nous faisons de progrès. Mais le Congolais, lorsqu'il regarde le gouvernement, c'est comme votre enfant qui vous regarde. Lorsque l'enfant a faim, il n'entend pas papa lui dire, écoute, j'étais ici, ça n'a pas marché, je continuerai demain. L'enfant a besoin d'avoir les solutions arrivées. Nous sommes sûrs que la stratégie qui est mise en place par le président permettra aux Congolais, partout où ils se trouvent, de profiter de ce que nous faisons. Mais quand le président dit aux étudiants de l'UPN, je vais vous mettre du Wi-Fi, pas de Wi-Fi, est-ce que vous êtes Academia, pas fonctionnel? N'allons pas plus loin. Allons à l'IFACIC poser la question s'il n'y a pas de Wi-Fi. J'y étais à la cérémonie. Je vous donne un exemple parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas, et je pense qu'à l'UPN, d'ailleurs, il y a des constructions, parce que peut-être que le ministre Moïne Denzag doit prendre la parole pour vous expliquer qu'ils sont en train, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de construire une dizaine d'universités en même temps. Oui, mais on ne voit pas le travail. Il dit, non, vous ne voyez pas, peut-être parce que vous ne voulez pas voir. Si vous allez à Mbujima, il y a une université en construction là-bas. Si vous allez à Kananga, il y a une université en construction. Si vous allez à Bunia, il y a plusieurs points dans la République, au moment où nous parlons, qui connaissent de travaux. Je pense que bientôt, dans le cadre de la stratégie que nous avons proposée au Premier ministre pour accroître justement cette redevabilité, les gens pourront voir ce qui se fait. Mais en même temps, nous avons des besoins à des échelles monumentales parce que nous sommes 100 millions d'habitants. Et donc aujourd'hui, je peux vous donner une indication qui fait qu'aujourd'hui, tous les Congolais profitent de la stratégie économique du gouvernement. Lorsqu'on maîtrise le taux de change du franc congolais, Jean-Marie Kassamba, est-ce que le Congolais n'en profite pas? Parce que nous étions habitués à un moment à des fluctuations. Vous aviez 2000 francs le matin, le soir 2000 francs vaut 5 $, alors que la veille, il valait 10 $. Ça, c'est un maître mérite de Sama Lukonde. Écoutez, nous sommes, nous... Ce n'est pas nos matières premières, ce n'est pas la conjoncture mondiale, ce n'est pas... Mais qui gère? C'est qui gère tout ça?
Parce qu'aujourd'hui, regardez, nous avons un budget qui est passé en 3 ans de 5 milliards à 16 milliards. Mais quelle était la Mais recette on magique? dit que c'est la redevance minière, plus le code minier, code forestier et code foncier. Oui, mais ça, c'est ce que les gens disent. Oui. Mais dans la réalité, il y a bien plus que ça. Vous n'avez pas parlé du travail du contrôle. Vous n'avez pas parlé de la bonne gouvernance. Vous n'avez pas parlé de toutes ces stratégies de lutte contre la corruption qui sont mises en place. Aujourd'hui, Marie Kassambi, il faut poser la question aux économistes qui peuvent expliquer en 3 ans une croissance de 200%. Mais nous trouvons que c'est insuffisant. Passer de 5 milliards à 16 milliards, aujourd'hui poser la question, même à Adolphe Nuzito, qui est économiste, il vous dira que nous mobilisons. On dit que vous l'avez acheté. Ben, Vous l'avez écoutez, acheté, il se rapproche des faits. on dira aussi que je vous ai acheté. Parce que vous Non, moi, je pose des questions. parce que vous m'avez fait un tapis rouge ici sur Télé 50. Donc moi, je ne voudrais pas aller sur des considérations. Je parle de lui parce que j'étais conseiller dans son gouvernement. Nous mobilisions à l'époque, on avait réussi une pression fiscale de 8 à 9%. C'était déjà un record. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, la pression fiscale atteint les 15-16%. Ça veut dire que nous captons 16% de l'activité économique. C'est énorme. Regardez la marge de progrès. Ça veut dire que la stratégie économique du président Tshisekedi fonctionne. Et donc, quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas nous satisfaire parce que les Congos, le potentiel que nous avons, c'est un potentiel énorme. Nous allons continuer les efforts en cours, les consolider dans les années qui viennent pour être sûr que les Congolais commencent à vivre et à vivre pleinement le potentiel. Une des questions, je vais vous la poser. Hein, elle est un peu chaude, mais je la pose quand même. Est-ce que ce résultat, on va dire, rassurant, pour ne pas dire faramineux, on doit mettre ça sur le compte de l'IF, sur le compte du ministre Kazadi, Finance, C'est un travail d'équipe. Ici, c'est un... Les gens un peu tirent chacun... Écoutez, l'échec est orphelin. L'échec est orphelin. La réussite a plusieurs parents. Et vous avez su... L'IGF, regardez, quand même. je veux vous dire, bien sûr, je parlais du travail de contrôle. Oui. J'ai parlé du travail de contrôle, j'ai parlé de la lutte contre la corruption. Mais bien sûr. Et donc aujourd'hui, l'IGF est une structure qui existait depuis des années. Pourquoi l'IGF, on ne la connaissait pas de réputation telle qu'elle est connue aujourd'hui? Mais il fallait de la volonté politique. Il fallait, au-delà de la volonté politique, s'assurer que l'IGF a de la marge de manœuvre pour contrôler. Parce que vous savez que beaucoup qui se complaisent dans les exonérations, c'est parfois des personnes qui sont bien placées. Et donc aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. Vous savez, nous travaillons dans la modestie. Regardez l'attitude de notre chef, le Premier ministre Samal Kondé. Ce n'est pas le coutume du verbiage ou des tralala. Nous voulons régler les problèmes. Nous sommes en train de travailler à asseoir, comme je vous l'ai dit en début d'émission, les fondations dans tous les secteurs. Et ce que je vous dis rentre dans les domaines du cosmos parce que c'est incontestable, les chiffres ils sont vérifiables à la Banque centrale. Et d'ailleurs, je veux rajouter, parce que vous m'aviez parlé des personnes qui parlent du chaos. Oui. Je pense que lorsque vous avez des ambitions... Parce que quand ils vous écoutent, là, ils disent, lui, il est en train de nous endormir. Laissez-moi, non. Il y a des impayements, l'État presque en banqueroute, il manque d'argent à la Banque centrale, les frais de fonctionnement ne sont pas payés, le ministre Kazali ne paye pas. Il y a tout ça. Laissez-moi vous répondre, Jean-Marie Kassambi. C'est ça le chaos dont la meilleure réponse. Je suis désolé, bon, ce n'est pas de notre tradition de parler des individus. Mais je pense que lorsqu'on porte une ambition présidentielle, d'abord, ce n'est pas à l'étranger qu'on fait sa déclaration. Vous imaginez le président Macron aller à Washington dire à partir de Washington que je suis candidat président de la République française. C'est une erreur stratégique. C'est une erreur stratégique. Le média que vous représentez pouvait aussi être suffisamment audible. La preuve, nous sommes là pour que cette candidature soit comprise. Deuxièmement, lorsque vous avez une vision, il ne suffit pas de l'avoir, il faut bien l'articuler. Et l'articulation de votre vision doit reposer sur le vrai diagnostic. Lorsqu'il parle de chaos, alors il a fait le mauvais diagnostic. Le ministre Christian Mwando, qui a quitté le gouvernement hier, était le patron de la commission. J'en arrive. Était le patron de la commission ECOFIN du gouvernement. Je suis sûr que dès demain, il lui donnera suffisamment d'informations qui lui permettra de revenir sur ce qu'il dit. Parce que ce serait dangereux qu'un candidat
un aspirant président de la République ne soit pas en mesure de lire les chiffres. Il n'y a pas plus tard que 3-4 jours, le Fonds monétaire international a accordé pour la 3e fois consécutive une note satisfaisante avec un bonus 203 millions. Qui plus est, qui est mieux placé que des structures comme le FMI pour attester de la bonne gestion? C'est simple. Ça, c'est réponse à Gatoum. Je n'ai pas besoin de répondre à qui que ce soit. Mais j'ai besoin de montrer des faits. Et je suis désolé. Nous, dans la stratégie qui est la nôtre, et nous allons travailler en étroite collaboration avec les CESAC, oui, pour que la campagne électorale qui vienne soit une campagne de qualité. Qu'on dise pas, avec le candidat, dise pas KO pour rien. Parce que les Congolais ont besoin, ont soif d'entendre des dirigeants qui ne sont pas dans des incantations, oui, ou dans des déclarations. Les Congolais ont besoin des dirigeants qui viendront parler de leurs problèmes et proposer des stratégies. J'entends beaucoup de gens nous critiquer le président Tshisekedi. J'ai jamais, moi, entendu des critiques des fonds de gens qui viennent. Voici l'alternative à la gratuité de l'enseignement. Justement, je vais en parler. Voici l'alternative. Matata, ancien Premier ministre, était intransigeant. Avant même d'évoluer. Il y a Matata, il y a Mukwege, avant même de... Non, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassama. Fayulu. S'il vous plaît. Ils ont signé. S'il vous plaît, vous avez parlé de Matata Ponyo. Je vous ai dit encore tout à l'heure que l'individualisation, ce n'est pas mon fort. Non, mais parce que vous les citez, il y a un besoin de repartir un peu, de faire un peu d'histoire. Jean-Marie Kassamba, pourquoi on n'a pas eu élection en 2016? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas eu des élections en 2016? Non, mais on peut y répondre ensemble, parce que vous êtes un citoyen. Oui. Mais parce qu'on n'avait pas de moyens. Mais les moyens sont partis où? Parce que c'est nous qui avons repris le programme avec les institutions de Bretton Woods. À cette époque-là, qui était Premier ministre? On gérait tant FMI Banque mondiale. Nous, lorsqu'on travaille avec les FMI Banque mondiale, nous travaillons sur des repères parce que nous estimons que nous n'avons rien à cacher. On a voulu fonctionner à l'étroit parce qu'on a voulu faire des projets du type Bukangalonzo. Et aujourd'hui, moi, je suis choqué. Je pense que le docteur Mukwege doit regretter au regard des signatures où ses propos ont suscité. Parce qu'on ne peut pas. Non, parce qu'on ne peut pas, non, s'il vous plaît. Et ici, il faut considérer ici qu'on parle à un prix Nobel de la paix. Une voix qui a toujours milité pour la justice. Non, s'il vous plaît. Vous traumatisez Mukwege. On posait la question au docteur Mukwege, il vous dira. Oui. Parce que le docteur Mukwege, lorsque nous faisons le livre blanc, il les partage. Oui. Parce que le combat que nous portons ici, c'est le combat qu'il porte. Le docteur Mukwege qui travaille étroitement à la fois avec la Première Dame ou le ministre des Droits humains sur des questions qui aujourd'hui permettront aux femmes victimes de violences sexuelles d'avoir accès à des fonds ou des questions de justice transitionnelle se mettre en place. Aujourd'hui, il ne faut pas que la voix du prix Nobel perde un peu des valeurs parce qu'il a voulu... Est-ce que c'est Mukwege? Laissez-moi terminer. Non, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassama. Allez-y, terminez. Mais je vais poser la question quand même. Parce que moi, je suis allé voir le docteur Mukwege en juin 2021. Oui. Parce que lorsque je parle du changement de narratif, il en parle. C'est entre autres parce que ces pays ont beaucoup souffert. Lorsque vous allez dans le Nord Kivu, pourquoi ces pays ont beaucoup souffert? Parce qu'il y a plein d'ONG. Les ONG parlent et vivent des situations qui peignent. Oui. Malheureusement, une ONG ne peut jamais vouloir que le problème s'y règle parce qu'après, ils n'auront pas de boulot. Lorsque vous allez dans la province du Nord Kivu, c'est l'une des provinces les plus résilientes de la RDC. La libéralisation du secteur de l'électricité est vécue à Goma. Le plus bel hôtel du pays, un hôtel 5 étoiles construit par un Congolais, c'est à Goma. Les routes sont construites par des privés. Et donc, pourquoi cette partie du pays doit être peinte que sous les prismes de la violence? Et moi, dans le combat pour le changement de narratif, on en a discuté avec le docteur Mukwege. Et donc, aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre soutenir une forme de citoyens qui ne peuvent jamais répondre de leurs actes. Vous avez vu que le président Trump, il est parti, mais aux États-Unis, il est poursuivi. Parce que lorsque vous avez été aux commandes à un moment donné, et que tous les Congolais ont été choqués de ce choix qui a été fait, au regard des centaines de millions dépensés, vous ne pouvez pas à un moment penser que les Congolais n'ont pas le droit de savoir ce qui s'est passé. Après, on ne fera pas les débats sur notre justice, je n'en ai pas véritablement des compétences, mais vous savez que la justice, c'est un des plus grands chantiers. Avec les doubles arrêts et tout ça, c'est un débat un peu plus long. Est-ce que je peux poser ma question sur Mukwege? Allez-y.
Qu'est-ce que vous reprochez à Mukwege pour lui faire la guerre maintenant? Qui lui fait la guerre? Mais Mukwege, on l'empêche de voyager. Mais qui lui fait la guerre? On le fait insulter à travers les réseaux moi qui vous parle dans la gestion. Il est devenu la bête noire. Dans la gestion de la crise à l'Est, j'ai plusieurs... Pourquoi il dérange maintenant? Soit que vous continuez à aligner vos affirmations qui sont fausses, de mon point de vue en tout cas, parce que le docteur Mukwege, si vous avez l'occasion de le rencontrer, il vous dira que sur la crise à l'Est, nous avons l'occasion d'échanger. Parce que c'est une affaire des Congolais. Et donc, la perception que vous pouvez avoir, parce que fort malheureusement, les gens sont habitués à une forme de victimisation. Lorsqu'on se présente comme une victime, on suscite la compassion de la communauté internationale en grossit les faits. Et récemment, j'ai reçu un appel d'un haut responsable de la MONUSCO parce qu'on disait, lorsque le gouverneur Katumbi Rata Lubumbashi, qu'il a atterri sur la piste de la MONUSCO parce qu'on lui avait refusé l'atterrissage à la loi. Totalement faux, parce que la MONUSCO a fermé ses opérations à Lubumbashi depuis longtemps et qu'il n'existe plus de piste MONUSCO à Lubumbashi. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, nous, on a besoin de ne pas nous perdre dans les débats politiques. Il ne faut pas qu'on se perde dans des considérations parce que ce qu'ils ont dit dans leur déclaration, c'est ce que nous faisons déjà. Et je ne voudrais pas relever les contradictions qu'il y a en interne. Mais ici, aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, pour ceux qui sont aspirants aux fonctions du président de la République, ils doivent préparer leurs arguments. Ils doivent préparer leurs projets. C'est dans cela que les débats doivent se faire. Donc, et les débats ne doivent pas se faire. Vous attaquez Matata, vous attaquez Katumbi, à quel moment vous attaquez Mukwege, bientôt peut-être Fayulu. S'il vous plaît, à quel moment on a attaqué M. Matata? À quel moment? Mais quand on manipule la justice, mais qui manipule la justice? Vous ne me dites pas que vous n'avez pas été choqué sur les dépenses qui ont été faites dans Bukangalonzo, que le professeur Ilunkamba, quand il en parlait, il se trompait. Non, ça apparaît noir, ça apparaît comme né sur le visage que Bukangalonzo a été un gâchis. Et c'est 240 millions de dollars sortis du trésor public dans des conditions difficiles. Avec 240 millions de dollars, c'est 24 territoires pris en charge dans le cadre de ces projets. Et donc, pourquoi vous ne voulez pas que le Congolais arrive même à savoir ce qui a été fait? Les gens ne disent pas, ne condamnent pas le Premier ministre Matata, encore que lorsque vous êtes devant une procédure judiciaire, c'est à charge ou à décharge. Il faut qu'il ait l'occasion de présenter ses moyens de défense. Parlons pour terminer. Non, ici c'est clair. Oui. Je vais insister sur ça parce que malheureusement, je perçois à travers les réseaux sociaux beaucoup relayent des choses qui, de mon point de vue, n'ont pas de fondement. Le pouvoir n'a rien à voir avec l'acharnement contre Matata. Nous sommes dans un contexte démocratique. Oui. Le contexte démocratique suppose que les gens qui ont des ambitions s'expriment tels qu'ils les font, que les gens qui aspirent à être président de la République le deviennent. Mais nous tous, on a des responsabilités. Pour ce qui concerne le sénateur Matata, il y a une question qui est pendante. Je pense que le jour où le président... Comment d'ailleurs pensez-vous, M. Kassamba, que dans un pays qui ait des citoyens qui ne puissent pas avoir des juges? C'est la loi. De quelle loi parlons-nous? La Cour constitutionnelle avait dit. Kalouba l'avait dit. De quelle loi parlons-nous? Kalouba l'avait dit. Non, mais écoutez, si c'est Kalouba qui l'avait dit, alors il faut lui reposer la question parce que c'est une aberration d'imaginer qu'il existe un citoyen sur Terre qui ne soit pas justifiable. C'est inimaginable en démocratie parce que tout le monde doit être en mesure de répondre de ses actes. Ici, il faut dire que c'est à charge ou à décharge. La manifestation de la vérité, peut-être que ça l'innocentera. Donc, il ne faut pas considérer, et je suis mal placé pour parler de la justice, lorsqu'il y a une procédure judiciaire engagée contre un quidam, que ceci doit être forcément de l'acharnement. Oh non, nous ne sommes pas dans un tel accord. Il faut que cela soit bien clair, M. Kassamba. À partir, il y a quelques jours à peine, on a commencé l'enrôlement des électeurs. Les machines présentées par Denis Kadima, on pensait que ça allait être, on va dire, moderne, extraordinaire, etc. Qu'est-ce qu'on constate? Des cartes en noir et blanc, on voit à peine la personne. Les gens qui font l'enrôlement, ils ne sont pas très bien formés. Kadima lui-même dit qu'il s'inquiète parce que vous ne lui donnez pas l'argent. Vous, c'est le gouvernement. Et ensuite, les temps. Mais finalement, ce monsieur, vous n'êtes pas en train de lui compliquer la tâche et en même temps, les Congolais risquent de voir un glissement en 2023. Monsieur Jean-Marie Kassamba, avant même que je ne vous réponde, est-ce que vous avez posé la question à M. Kadima? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a dit que c'est technique, ça va se régler. Merci. Alors, ici, je veux rappeler 2-3 choses.
Le processus électoral, c'est un ensemble qui s'est fait avec plusieurs parties prenantes. Évidemment, le gouvernement a la grosse responsabilité parce que la CENI ne fait pas de commerce. La CENI attend d'être financée par le gouvernement. Les lois sont l'émanation du Parlement. La sécurité, évidemment, c'est de la responsabilité du gouvernement, c'est de la responsabilité du gouvernement, nous y travaillons, mais il y a aussi la responsabilité de la société civile et des autres acteurs, parce que c'est un processus qui doit permettre au bout de la chaîne au peuple congolais d'exprimer son suffrage. Ici, je dois rappeler l'engagement du président de la République et du gouvernement. Oui, lesquels? D'organiser les élections dans les délais. C'est-à-dire, le 20 décembre de l'année prochaine, le calendrier fixé par on aura le nouveau président élu. C'est l'engagement que nous, gouvernement, nous avons pris. Et nous nous acquittons de notre part, de manière claire. Est-ce que lui ne va pas faire glisser? Laissez-nous continuer. JMK, oui. Je suis désolé. Peut-être que les gens ne lisent pas bien l'histoire de ce pays. Il y a un livre du professeur Kabouya Lumuna Sandopé à son âme, je ne me souviens plus du titre exactement, qui fait la démonstration que tous ceux qui ont essayé de glisser au Congo se sont cassés la tête. Et donc, ici, nous, comme gouvernement, sous la conduite du Premier ministre Sama Lukonde, oui. Le glissement n'est pas une stratégie, pas du tout. Parce que, souvenez-vous que le Premier ministre Sama Lukonde, à l'époque du G7, avait aussi quitté le gouvernement ou démissionné, oui. Parce qu'il y avait justement un besoin de respect des délais électoraux. Oui. Et donc, aujourd'hui... Mais les gens disent que vous êtes en train de faire la même chose. Écoutez, non, Jean-Marie Kassamba. Cette question est tellement cruciale qu'il faut me laisser être pédagogique. Je vous en prie. Et donc là, aujourd'hui, le gouvernement, pour ce qui concerne le financement du processus électoral, nous sommes aujourd'hui à peu près 450 ou 490 millions sur 617 millions. Parce que nous avons pris cet engagement. Il ne faut pas oublier, Jean-Marie Kassamba, que nous sommes dans un contexte de guerre, où il faut financer la guerre. Nous sommes dans un contexte de guerre ukrainienne, avec tout son corollaire. Nous sommes dans un contexte où nous travaillons en étroite collaboration avec les FMI. Et d'ailleurs, avec les FMI, oui. Les discussions ont été particulièrement difficiles parce qu'ils nous avaient demandé de regarder un peu dans la masse salariale. Parce qu'il y a évidemment ces volets sociaux sur lesquels nous tenons beaucoup. Et donc aujourd'hui, c'est en fonction de tous ces équilibres-là que nous nous assurons que les équilibres sont tenus. Et donc s'il y a un arriéré d'un mois, 2 mois avec la CENI, ce n'est pas dramatique, on va le rattraper parce qu'il est question de s'assurer que les dépenses que nous faisons nous aident à préserver la stabilité macroéconomique. Et donc aujourd'hui, la volonté politique d'organiser des élections, elle est bien claire et nous allons arriver. Alors lorsque on parle d'enrôlement, oui. Et moi je suis content. Je suis content de voir que l'honorable Martin Fayoulou a obtenu sa carte d'électeur. De quelle qualité? La question de la qualité ne se pose pas. Parce que, sur quelle base vous dites? Parce que moi, je vous ai dit tout à l'heure, je ne me suis pas encore fait enrôler, je me ferai enrôler. Fayoulou a cautionné votre processus. La question, ce n'est pas de cautionner notre processus. Ce n'est pas les processus à nous, gouvernement. C'est les processus des Congolais. Jean-Marie Kassamba, je compte sur vous pour être suffisamment clair, pour permettre l'appropriation du processus. Il y a évidemment des efforts à faire au niveau de la sensibilisation, parce qu'il faut le reconnaître, lorsque on n'a peut-être pas suffisamment expliqué les spécificités de la carte, les gens tout de suite c'est braquent. Mais moi je vous ai dit tout à l'heure que cette carte-là, généralement par les passés, ça servait des cartes d'identité provisoire, n'aura normalement pas longue vie, parce qu'il y a la carte d'identité qui suivra. En tout cas, c'est l'engagement sur lequel nous travaillons. Au plus tard, en tout cas, fin 2023, quoi qu'il en soit, nous aurons nos cartes d'identité. Parce que dans ce qui se fait actuellement, ce n'est pas seulement l'enrôlement, comme ça se faisait à l'époque. Oui. Lorsque l'agent commis à cette tâche vous reçoit, vous donnez y compris vos informations qui figureront dans la fiche d'identification de M. C'est une double opération alors. Mais bien sûr, de M. Jean-Marie Kassamba. Et donc, lorsque la CENI aura fini, elle va verser ses données à l'ONIP,
Et lorsque l'ONI pourra consolider, lorsqu'on vous aura donné la carte d'électeur, nous aurons réduit pour tous les processus électoraux qui viendront 75% du budget destiné à l'enrôlement. Parce que nous aurons obtenu un fichier de la population à partir duquel on peut commencer à extraire ceux qui sont éligibles pour participer aux élections. Donc, ça, c'est un point qui devait être clairement compris. Pour le reste, c'est la première semaine. Ceux qui sont, parce que je vois sur les réseaux sociaux, on s'amuse, mais ceux qui travaillent derrière les machines, c'est des Congolais comme vous et nous. De négocier pour la constitution de la Cour. C'est un procès d'intention là. Il n'y a aucun procès d'intention, c'est ce qui est dit dans leur déclaration. Lisez leur déclaration. Parce que lorsque vous dites qu'il faut changer la loi, je donne un exemple. L'Assemblée nationale est en vacances. Prochaine session le 15 mars. Et puis il ne restera que la session de septembre. Vous dites qu'il faut changer. Alors les élections, vous allez les faire avec qui si Fayoul n'est pas d'accord, mais on les fera. Non, écoutez, ils ont donné des avis. Ils ont donné des avis comme des citoyens. Ce n'est pas parce que vous êtes candidat président de la République que ça vous confère un pouvoir particulier. Moi aussi, je peux dire je suis candidat président de la République et ça me confère quel pouvoir. Vous aussi, vous pouvez l'être. Non, il faut cesser de penser que lorsque vous dites que vous êtes candidat, automatiquement... Donc, eux ne pèsent pas. Je ne suis pas... Ils sont là. Ils sont dans leur rôle par rapport à leur positionnement politique. Moi, je vous parle en réalité. Je tire les conséquences de ce qu'eux ont dit. Ils auraient été plus clairs en disant que nous ne voulons pas des élections en décembre 2023. Parce que lorsqu'on dit qu'il faut changer une loi, je vous regarde dans les yeux, on calcule. Le peuple on aussi, calcule, non, s'il vous plaît, on calcule. L'Assemblée nationale est en vacances jusqu'au mois de mars. Entre-temps, nous, on aura fini l'enrôlement. Quand l'enrôlement se termine, il y a une loi qui suit sur l'attribution de sièges. Non, vous vous dites non, on ne fait pas ça, on revient sur la loi électorale. OK? On suppose, donc on attend on commence les processus pour l'adoption d'une nouvelle loi. En même temps, on s'est dit non, non, la tête de Kadima, nous n'en voulons plus. Nous voulons avoir une tête différente qui correspondra à ce que nous, on nous va dresser comme portrait robot. OK? On termine là, on va à la Cour constitutionnelle, on dit la tête du président Kamoleta ne plaît pas, ou du juge Bokona ne nous plaît pas, nous avons besoin du juge Kassamba. Mais Jean-Marie, aujourd'hui, je pense modestement que les personnalités congolaises que vous avez citées, qui sont là, que vous avez citées, doivent préparer les élections. Dernière question. En 2023, à part le processus électoral, Sama Lukonde, votre gouvernement, vous allez faire quoi pour le Congo? Vous savez, nous, au quotidien, quand on se réveille, nous avons nos téléphones qui sont inondés. De quoi? Situation à l'Est. Vous vous réveillez, vous êtes heureux que la pluie n'a pas fait des dégâts. Au quotidien, tous les jours. Nous, ce que nous faisons et que nous continuerons de faire, c'est régler les problèmes des Congolais. En tenant compte de l'opinion, hein? On règle les problèmes. En tenant compte de vos manquements. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, je vous ai dit, nous travaillons en toute modestie. Je ne vous ai pas dit ici que le travail que nous avons fait pendant ces temps qu'on est là est parfait. Je vous ai présenté le point le plus fort, le point sur lequel nous devons travailler davantage, notamment au plan de la sécurité, c'est ce que nous faisons. Je vous ai parlé d'économie, je vous ai dit que nous avons fait des progrès, mais qui ne sont pas suffisants,
qui ne sont pas suffisants par rapport à l'immensité des besoins congolais. Et c'est dans cette modestie que nous allons non seulement travailler à présenter notre bilan, mais les moments venus, lorsque la candidature du président de la République sera actée, nous apporterons nos contributions pour présenter aux Congolais celui qui sera le meilleur de tous. Merci Patrick Mouyaya. S'il y avait un vœu à Sama Lukonde qui va avoir de nouveaux ministres, 3 d'ailleurs, 2 titulaires et une vice-ministre, ou peut-être un vice-ministre, ça serait quoi pour 2023? Voilà, il est là votre Premier ministre. Écoutez, le Premier ministre, c'est des vœux le meilleur. Je suis très mal placé pour lui dire ce qu'il sait déjà bien faire. Je crois qu'il va s'assumer tel qu'il est fait habituellement, dans son silence et dans sa stratégie. On dit de vous l'homme de confiance de Fati. Vous continuez? Je ne sais pas confirmer cette assertion. Tout ce que je sais, c'est que dans le travail que je fais, je bénéficie d'un accompagnement étroit du Premier ministre, du Président de la République, parce qu'il s'agit de porter la parole du gouvernement. Il s'agit ici de présenter les efforts que nous faisons dans un contexte où la population est en colère, non pas contre nous, mais contre la classe politique depuis des longues années. Nous sommes là pour régler des problèmes qui n'ont pas été réglés pendant 20-30 ans. Et donc, nous les faisons en toute modestie et nous espérons que le moment venu, le peuple nous le rendra. J'ai appris, à titre personnel, que vous avez été l'un des ministres, pour ne pas dire le seul, à avoir milité pour que les moyens mis à la disposition de la famille de Tchalamouana pour les funérailles se réalisent, et que vous avez été d'ailleurs même aux funérailles, on vous a vu. Un mot sur elle? Bon, écoutez, c'est une... ouf. Parce que lorsqu'on parle de Tchalamouana, on pense, nous tous, à des souvenirs d'enfance. Je ne voudrais pas parler de la fameuse chanson où vous êtes acteur, parce que oui, c'est Tchalamouana-là que moi je connaissais. Je le connaissais tout petit avec Cicatrice, avec Nassina Bali, beaucoup d'autres chansons. Je pense qu'elle a apporté une vraie révolution. La culture du Kasaï, la culture Luba, et qui a été partagée à travers le monde. Et sa mort nous a choqués tous, le président de la République, le Premier ministre. Nous tous, d'ailleurs, on a été un peu surpris d'apprendre qu'elle était décédée. Ça nous a affectés. Et on a discuté avec, évidemment, ma collègue de la culture, y compris avec le Premier ministre. On discute encore avec le membre du gouvernement sur un mécanisme qui puisse permettre, par exemple, de prendre en charge, de donner une certaine couverture médicale à nos artistes. Parce que bien au-delà de tout, ils représentent de moments importants dans nos vies. Parce que nos souvenirs, c'est souvent à travers leur musique qui a bercé notre enfance et accompagné de moments de la vie. Aujourd'hui, malheureusement, le contexte de pauvreté dans lequel nous évoluons ne permet pas aux artistes, lorsqu'ils ne sont plus au top de leur succès, d'avoir de revenus. Si on peut trouver des mécanismes qui nous permettent de leur garantir de soins médicaux, ce sera un bon début. Donc à Tchalamouana, on dira paix à son âme, tout en sachant qu'elle ne sera jamais morte, parce que ces chansons vont continuer à nous bercer. Merci beaucoup. Ne me laissez pas terminer sans vous présenter les vœux. Ah, à vous. Sans présenter les vœux à tous les Congolais qui nous ont suivis. Et sans dire aux Congolais de continuer à faire confiance au président de la République et au Premier ministre et à tous les gouvernements. Merci, monsieur le ministre. Patrick Mouyaya, reçu pour la première fois justement dans ces studios que vous avez certainement apprécié et que, voilà, on va le suivre de près. Lui et le gouvernement. Et Fati, Béton. Fondation. Ah, c'est Fondation. Prochainement, vous allez m'expliquer. Allez. Portez-vous bien, c'était la dernière émission pour 2022, bilan pour le gouvernement et surtout perspective pour 2023. À très bientôt. Bonne année 2023.